le roi des jeux. 64 cases, 32 pièces noires et blanches, 10 puissance 123 parties possibles, 2 esprits qui se font face, des millions de joueurs à travers le monde et l'histoire. Les échecs. Dans ce royaume de la logique, de la créativité et de la violence, il existe pour les amoureux du jeu 3 rois. 3 noms qui ont marqué plus que n'importe quel autre les échecs de leur empreinte. Le premier, c'est Garry Kasparov, russe, champion du monde pendant 15 ans, premier joueur à dépasser les 2800 points de classement. Record battu 13 ans plus tard par le deuxième roi de notre liste, Magnus Carlsen, le Norvégien, grand maître d'échecs à seulement 13 ans, 5 fois champion du monde, et le joueur ayant atteint le meilleur classement de l'histoire du jeu. 2 noms qui résonnent par leur style, leur palmarès et leur personnalité. Mais pour le troisième roi, les choses sont différentes. Bobby Fischer, l'Américain reste de manière unanime l'un des plus grands noms de l'histoire des échecs. Inventif, créatif et agressif, Fischer a su écrire l'histoire du jeu au-delà des cases de l'échiquier, l'amenant à un niveau de notoriété encore jamais vu. Fischer, c'est l'histoire d'un esprit génial devenu malade et dont la chute fut aussi fulgurante que l'ascension. Un parcours qui s'est écrit dans ce que certains désignent comme le plus grand match de l'histoire. Avant de passer à la suite de notre vidéo, laissez-moi vous parler de votre sommeil. Car oui, bien dormir, c'est avoir l'esprit clair pour jouer aux échecs ou pour un tout tas d'autres choses, et Emma Matelas est là pour vous filer un petit coup de pouce. Ainsi, avec l'arrivée de l'automne, profitez des offres spéciales durant les French Days d'Emma Sleep. Profitez-en pour transformer votre chambre en un véritable havre de paix. Avec Emma Matelas, je me suis procuré le matelas Hybrid 2, désigné meilleur matelas testé en France en 2023, avec sa mousse à mémoire de forme qui s'adapte à toutes les formes corporelles et à tous les styles de position, isolant vos mouvements et offre un sommeil de qualité. Avec Emma, j'ai 10 ans de garantie, livraison et retour gratuits, sans nuit d'essai, sans risque, adaptable pour tous les dormeurs et payable 3 ou 4 fois sans frais. Si jamais vous n'avez pas besoin de matelas, sachez qu'il y a aussi les oreillers nuages, par exemple, très confortables, ou la couverture 4 saisons, parfaite pour réguler votre température. Sachez que vous avez jusqu'au 8 octobre minuit pour profiter de 10% de réduction supplémentaire avec le code RIVENZI. Donc allez-y, foncez, et merci beaucoup à Emma Matelas de sponsoriser cette vidéo. 1972. Les Raspberry chantent Go All the Way, Georges Pompidou est président de la République, et les émeutes en Irlande nous laissent le souvenir d'un dimanche ensanglanté. 1972, c'est le souvenir d'un monde coupé en deux, avec d'un côté le bloc des républiques socialistes soviétiques, et de l'autre le bloc occidental, avec à sa tête les États-Unis d'Amérique. C'est la guerre froide. Une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui a connu des grands moments de tension. La crise de Suez en 56, la guerre de Corée de 50 à 53, l'érection du mur de Berlin en 61, ou encore la crise des missiles de Cuba en 62. Mais au début des années 70, après avoir frôlé la guerre nucléaire, les tensions semblent enfin s'apaiser entre les deux blocs. Les traités SALT amènent à une régulation des arsenaux nucléaires entre les deux et symbolisent une forme de rapprochement. Les deux ennemis semblent enfin se tendre la main et une porte semble s'ouvrir entre l'Est et l'Ouest. Un apaisement entre les deux géants qui ne fait pas oublier que chacun d'entre eux connaît une période de turbulence. D'un côté, les États-Unis, embourbés au Vietnam et secoués par la lutte des droits sociaux pour les citoyens afro-américains. Quant au même moment, les Soviétiques font entrer les chars dans Prague pour réprimer dans le sang les mouvements qui fleurissent contre le régime communiste. C'est sûrement grâce à ce contexte que la toute première finale mondiale d'échecs qui voit s'affronter un Américain et un Soviétique s'illustre au-delà de la simple rencontre sportive. Le roi des jeux est le jeu des rois. Il symbolise l'intelligence, la stratégie ainsi que la supériorité tactique. À l'été 1972, les yeux du monde se tournent vers Reykjavik, capitale de l'Islande, pour le match Bobby Fischer contre Boris Spassky. Cet été 1972, la petite capitale islandaise d'à peine 20 000 habitants s'active et se remplit. Curieux, amateurs et médias du monde entier se rendent sur l'île. Aucun ne veut manquer ce qu'on présente alors comme le match du siècle. La finale des championnats du monde qui voit s'affronter pour la première fois et en pleine guerre froide l'Américain Bobby Fischer au champion en titre soviétique, Boris Spassky. Même si l'heure est à la détente entre les deux grandes puissances, il aura fallu du temps pour organiser cette rencontre au sommet. Trouver le lieu déjà, Reykjavik en terrain neutre, qui devance par surprise l'autre candidate de ces championnats, Buenos Aires en Argentine.
Il a fallu également une somme d'argent importante pour convaincre l'Américain de participer et un système de diffusion qui permet à près de 50 millions de téléspectateurs à travers le monde de suivre l'événement. La tension est extrême et les attentes sont énormes. Les deux joueurs sont au sommet de leur art. Spassky ou Fischer, Fischer ou Spassky, chacun a son favori entre l'expérimenté soviétique ou le jeune prodige américain. Une semaine avant le match, et comme à son habitude, le champion en titre, Boris Spassky, arrive sur les lieux de la rencontre. Calme, courtois et prêt à jouer le jeu des journalistes, le soviétique sait la responsabilité qui pèse sur ses épaules. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les champions du monde d'échecs sont soviétiques, et cette domination est loin d'être le fruit du hasard. Depuis 1945 en effet, le régime a érigé cette discipline comme un moyen de prouver la supériorité du système communiste sur le modèle capitaliste décadent. Car maîtriser ces petites pièces noires et blanches, c'est maîtriser les enjeux du monde moderne. La stratégie, la réflexion, l'esprit de sacrifice. Les échecs, c'est le triomphe de l'homme nouveau, pensé par Moscou. Spassky naît en 1930 et profite ainsi d'un système d'excellence pour apprendre les échecs. Il se perfectionne à l'université d'échecs de Moscou, entouré des plus grands maîtres de l'époque, et il participe aux championnats nationaux, diffusés à heure de grande écoute sur les chaînes nationales. Champion du RSS à 23 ans, champion du monde à 31 ans, il est un joueur calme, dans le contrôle, arrangeant et courtois, apprécié des adversaires. Et en plus de cela, il est le seul joueur au monde à posséder un bilan positif sur Bobby Fischer. Il se rend sur les lieux de la compétition dès son arrivée en Islande, encadré d'un clan composé de plusieurs grands maîtres soviétiques d'échecs venus pour l'épauler. S'il semble prêt, un doute persiste. Bobby Fischer sera-t-il au rendez-vous ? Les jours passent et l'Américain ne vient pas. On le sait imprévisible. Mais raterait-il pour autant la finale des championnats du monde ? Fischer est déjà un personnage dans le monde des échecs. Certains apprécient le génie de ses coups novateurs, risqués, imprévisibles, quand d'autres détestent le joueur irritable, moqueur et dont l'amour des gains fait parfois oublier l'amour du jeu. Fischer est l'opposé de Spassky, dans sa personnalité, mais aussi dans son parcours. Si Spassky est le fruit d'un système, Fischer lui est un loup solitaire qui s'est fait tout seul. Certains diraient un self-made man. Élevé par sa mère, il découvre les échecs à 6 ans, dans un pays loin de considérer sérieusement la discipline. À une époque où il est parfois difficile de s'informer, le jeune homme apprend le russe pour lire les plus grandes revues d'échecs, qui, à l'époque, sont uniquement écrites dans la langue de Dostoïevski. Il met ainsi à profit ses capacités intellectuelles très au-dessus de la moyenne pour progresser vite, très vite. D'abord dans les clubs d'échecs de Manhattan, puis à l'échelle de tout le pays. À 14 ans, il devient champion des États-Unis. À 15 ans, grand maître international d'échecs, un record de précocité qui tiendra pendant plus de 30 ans. Le jeune homme est un phénomène du jeu, agressif, créatif, avec un caractère de feu. Il devient vite un phénomène médiatique, invité sur les plateaux télé. Il est une sorte de singe savant que l'on expose pour quelques dollars. Mais dans tout ce tumulte, Fischer a un objectif clair. Devenir champion du monde. Le jeune prodige n'échappe évidemment pas au radar soviétique, qui voit son potentiel. Si le gamin est brillant, il possède aussi sa part d'ombre. S'il est paranoïaque quand il s'agit d'échecs, il en devient complotiste quand il s'agit de politique. You watch television? No, not much. Very rarely. Why? I don't know. I read that you get little radiation from it. I don't know. I've talked with a few scientist friends of mine. They say you do it. In fact, you do get a little, but they don't think it's dangerous. What kind of magazines do you like? Well, my favorite magazine is Confidential. I read that all the time. Why do you like that? It's got a lot of inside stories on things like water pollution. It's pretty interesting. I like read up on that. A lot of things that the government is concealing, you know. Fischer est également un fervent anticommuniste. Il accuse d'ailleurs souvent les joueurs soviétiques de s'allier entre eux pour l'empêcher d'avancer dans les tournois. Et pour ça, il n'a pas tout à fait tort. Mais cet été 72, après avoir survolé le tournoi des prétendants, c'est bien lui le challenger numéro 1, au titre de Spassky. Pourtant,
Il n'est toujours pas arrivé en Islande. Après s'être rendu une première fois à l'aéroport où les journalistes l'attendaient, Fischer rebrousse chemin et se cache chez un ami à New York. Personne ne sait alors où il est. Caché, à l'abri des caméras, il reçoit l'appel de l'un des hommes les plus puissants de l'administration Nixon, Henry Kissinger en personne, qui lui dira cette phrase restée célèbre. Ici le pire joueur d'échecs du monde, qui appelle le meilleur joueur d'échecs du monde. Il motive Fischer en lui disant d'aller jouer ce match pour le pays, mais aussi pour aller battre ses communistes. Une manière de motiver l'Américain qui, après quelques négociations supplémentaires sur ses gains, s'envole enfin pour l'Islande. Arrivé au Palais des Sports de Reykjavik, rien ne va pour Fischer. Il fait changer les projecteurs, la taille de la table, la couleur de l'échiquier qui reflète trop la lumière, fait reculer les premiers rangs de spectateurs, demande à faire venir une chaise de dentiste des États-Unis et même à faire changer les caméras qu'il avait pourtant lui-même demandées. Les Soviétiques crient alors à la déstabilisation. Mais la rencontre doit avoir lieu, coûte que coûte. Et les organisateurs finissent par céder aux exigences de l'Américain. Le match aura donc bien lieu. Si pour Fischer il a la possibilité de réaliser son rêve, pour Spassky l'enjeu est bien plus important. Effectivement, celui-ci n'est pas membre du Parti communiste et il a dénoncé publiquement la politique de répression des Soviétiques en Tchécoslovaquie. Perdre son titre lui ferait perdre cette immunité conférée par son statut de champion. Spassky a donc bien plus à perdre qu'un titre mondial. Une fois toutes les pièces en place sur l'échiquier, le match peut démarrer. 11 juillet 1972. Les spectateurs, les journalistes et des millions de téléspectateurs à travers le monde sont prêts. Sur la scène du Palais des Sports de Reykjavik, une chaise vide attend l'Américain, en retard. Après plusieurs minutes de doute, Fischer arrive. Mais l'Américain montre une fois de plus qu'il sera imprévisible. Here comes Fischer, coming on the stage saying that he was caught in traffic, and I think Spassky was visibly relieved. Le match commence. Les premiers coups s'échangent. 64 cases, 32 pièces, 16 blanches pour Spassky et 16 noires pour Fischer s'animent sous les yeux des admirateurs et des observateurs du monde. Mais après son premier coup, Fischer s'arrête. Pour l'Américain, quelque chose cloche. Les caméras sont trop bruyantes à son goût pour jouer correctement. Il va se plaindre à l'arbitre Lothar Schmidt, allemand de l'Est qui lui aussi est un joueur d'échecs de très bon niveau. Les deux hommes échangent brièvement, mais Fischer doit continuer. Spassky, comme à son habitude, est infaillible, prend des notes et attend son adversaire. La partie se poursuit. Au cours de cette première partie, Fischer montre qu'il a préparé cette rencontre. Il change l'ouverture qu'il avait déjà tentée dans ses confrontations passées contre Spassky. Il est agressif et tente rapidement de bousculer le champion. Ce dernier s'adapte et reste calme. Les deux maîtres vont alors se neutraliser et cette première partie semble alors se diriger vers un match nul. Mais au 58e coup, Fischer réalise une manœuvre inattendue. L'Américain décide d'aller prendre le pion de son adversaire en H2. Spassky voit évidemment l'erreur. Il avance son pion en E3 pour ainsi bloquer le fou de Fischer. Cette erreur d'appréciation de l'Américain offre alors la victoire à Spassky. Mais que s'est-il passé ? Dans ce duel des esprits, les joueurs d'échecs projettent l'ensemble de leurs coups ainsi que celui de leur adversaire sur les 5, 6, 7 prochains tours. Comment un joueur aussi génial que Fischer a pu faire une erreur aussi énorme ? Si l'erreur de calcul est la thèse la plus retenue aujourd'hui, certains aiment à penser que voyant le match nul se dessiner, Fischer, qui déteste cette configuration, aurait voulu forcer la décision avec ce coup extrêmement risqué pour prouver à Spassky qu'il était le meilleur. Malgré tout, Fischer sait qu'il a fait une erreur. Dans cette rencontre au meilleur des 24 parties, alternant pièces noires et blanches, Spassky allume donc la première mèche pour le camp soviétique.
Fischer, lui, ne veut pas en rester là. Il retourne voir les officiels, il exige qu'on retire les caméras de la salle. Mais on lui répond que c'est impossible. Ce sont les annonceurs, les diffuseurs qui financent l'événement, ainsi que ses gains. Vexé, l'Américain rentre à son hôtel pour rejouer cette première partie. Encore et encore. Pour cette deuxième manche, Spassky est déjà en place. Et tout le monde attend le challenger. Ils attendent. Encore. La chaise reste irrémédiablement vide, sous le regard médusé des spectateurs. Il est déjà difficile de battre un maître comme Spassky, mais remonter 2 manches de retard, pour bon nombre d'observateurs de l'époque, c'est tout bonnement impossible. Le monde se demande alors, que va faire Fischer ? Il n'a évidemment pas dit son dernier mot. Il exige que la suite de la rencontre se fasse non pas dans l'auditorium du Palais des Sports, mais dans une salle de l'autre côté du bâtiment qui sert à ranger les tables de ping-pong. Sans public, ni caméra. Si l'Américain s'est raté lors de sa première rencontre, cette fois-ci c'est le Soviétique qui va faire sa première erreur. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique. S'il y a un sport auquel on compare les échecs, c'est la boxe. Les 2 disciplines se composent d'un duel psychologique qui va au-delà du ring et de l'échiquier. Un duel qu'il est essentiel de comprendre pour saisir le rapport de force entre les 2 joueurs. Impacter son adversaire à coups de déclarations assassines ou d'exigences inadmissibles peut prêter des fois à sourire. Mais c'est une composante essentielle de l'affrontement. Si la partie se joue à la force des poings et des pions, elle peut se gagner aussi en dehors. Si Spassky est invaincu contre Fischer, champion en titre et soutenu par un système soviétique qui domine la concurrence mondiale, les demandes de l'Américain, les retards, les coups de sang sont autant de moyens pour lui d'inverser ce rapport de force. Mais quand on est mené 2-0, qu'on est prétendant au titre, on est très loin d'être en position de force pour négocier. Et pourtant, contre l'avis unanime de son camp et à la surprise des spectateurs, Spassky accepte. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, parce que Spassky est un bon gars, on pourrait le résumer comme ça. En tout cas, il a envie de gagner à la loyale, il reconnaît le talent de son adversaire, et il sait aussi qu'il l'a déjà battu 3 fois. À ce moment-là, le champion rentre dans le royaume du prétendant pour conserver sa couronne. Mais y perdra-t-il la tête ? La rencontre au sommet pour le titre mondial va donc se jouer dans une arrière-salle, uniquement filmée par une caméra de vidéosurveillance. Le monde s'accroche alors aux quelques images et aux échiquiers sur des tableaux de plateau télé qui reproduisent un à un les coups des 2 maîtres. Bobby Fischer débute donc cette 3e manche par une ouverture qu'il n'a jamais faite auparavant, la défense Benoni. Très agressive, elle ne veut dire qu'une chose, pas de match nul. Ce sera quitte ou double, un combat à mort. L'Américain dégarnit étonnamment le centre de son jeu, laissant le fou prendre son cavalier sur le côté de l'échiquier. Mais Spassky est surpris, et il subit le jeu de l'Américain, faisant quelques erreurs. Ainsi, et pour la première fois de sa carrière, Bobby Fischer bat Boris Spassky. Les parties vont ensuite s'enchaîner entre les 2 hommes, et le monde va se passionner partie après partie, augmentant chaque jour le nombre de curieux qui s'intéressent à ces petites pièces. On s'entasse dans les bars de New York pour suivre les exploits de l'enfant du pays, on joue dans les parcs, on multiplie les compétitions. Et c'est là qu'une question grandit. Bobby Fischer peut-il le faire ? Lors des parties suivantes, c'est à Spassky de se plaindre cette fois. Il n'est pas dans son état normal, comme si des ondes dans les lumières ou dans sa chaise venaient le perturber. During the match, I felt myself quite unusually like before. On essaierait de défaire son esprit génial. Côté soviétique, on accuse alors la CIA ou le FBI, très à la pointe sur ce genre de recherche dans les années 70. On regarde dans la pièce, sous la table, dans les meubles, mais rien. Fischer prend l'avantage jusqu'à la 13e manche, offrant certaines parties mémorables, comme la 6e, qui restera sûrement la plus mémorable de ses championnats.
À partir de la 14e partie, les deux joueurs se neutralisent et enchaînent les matchs nuls, ajoutant un demi-point à leur compte global. L'Américain a 3 points d'avance et conserve donc son avantage, se rapprochant de son objectif. À la 21e manche, Fischer domine les débats, mais la partie est ajournée et reprendra donc le lendemain. Toute la nuit, Boris Spassky va tenter toutes les combinaisons possibles pour renverser la vapeur. En vain. Au petit matin, et après 53 jours de lutte, Spassky jette l'éponge. Bobby Fischer devient alors le 11e champion du monde d'échecs. Instantanément, Fischer devient l'une des personnalités les plus connues au monde et pousse la popularité des échecs à un niveau encore jamais vu. Il fait la une des magazines, est invité sur les plateaux télé et devient le symbole de la domination intellectuelle américaine sur l'ennemi soviétique. Mais maintenant, que faire lorsqu'on a réalisé son rêve de petit garçon ? Après avoir empoché les $200 000 de son titre mondial, il est temps selon lui de faire fructifier ses années de labeur au service de la discipline qu'il a lui-même amenée sur le devant de la scène. Il continue à jouer, mais pour plus cher. Alors pour ceux qui découvriraient l'histoire de Bobby Fischer, vous aimeriez que je vous raconte qu'il ait défendu son titre à plusieurs reprises contre des prétendants tous plus forts les uns que les autres, inscrivant son nom au panthéon des échecs. En réalité, Fischer ne défendra jamais son titre. Il le perd par forfait, 3 ans plus tard après son sacre. Et commence alors pour lui une lente descente aux enfers. Il commence d'abord par aller vivre dans une secte en Californie, avant de la quitter et de verser ensuite dans un antisémitisme crasse, révisionniste, complotiste. S'isolant de ses amis qui ne le reconnaissent plus, il se croit alors écouté par les Russes, le FBI, le gouvernement. Paranoïaque, il s'isole du monde réel. Et l'héritage de Bobby Fischer s'en retrouve irrémédiablement entaché. Pour Boris Spassky, les choses vont être sensiblement différentes. Sa défaite au championnat du monde est à peine évoquée par les journaux en URSS afin de camoufler la réussite américaine. Le désormais ancien champion tentera de reconquérir son titre, en vain. Il butera sur un nouveau prodige, un certain Anatoly Karpov. Il quittera ensuite l'Union soviétique pour la France, dont il prendra la nationalité quelques années plus tard. Le chemin des deux hommes se croisera à nouveau en 1992 pour une revanche en Yougoslavie, célébrant les 20 ans de leur confrontation historique. Mais le temps a passé, les deux hommes ne sont plus les deux grands maîtres qu'ils étaient. Mais c'est bien l'Américain qui va s'imposer à nouveau. Avec quelques millions de dollars en plus et poursuivi par la justice américaine, il est contraint de partir vivre au Japon avant que l'Islande ne lui offre l'asile politique. De retour au pays des volcans, Fischer s'éteint en janvier 2008, laissant aux passionnés d'échecs le souvenir d'un champion au parcours inachevé, d'un génie qui côtoyait la folie. Si la carrière de Bobby Fischer n'a pas vraiment connu de suite, le monde a retenu le joueur génial et novateur, souvent cité parmi les plus grands de l'histoire aux côtés de Magnus Carlsen et Andrei Kasparov. S'il a autant marqué, c'est que dans le contexte de guerre froide entre l'Est soviétique et l'Ouest mené par les États-Unis, il était à l'image de cette idéologie capitaliste. Il était le self-made man américain contre l'industrie des champions soviétiques. Seul contre tous, il est parvenu à atteindre son rêve de petit garçon. Mais comme vous l'avez vu, ce rêve a ses travers. Devenu antisémite, complotiste et violent dans la suite de sa vie, il n'a jamais su apaiser son esprit génial, devenu malade. Cette finale des championnats du monde de 1972 n'a à proprement parler pas fait évoluer les relations entre Moscou et Washington, qui étaient déjà dans une logique d'apaisement, mais l'a sûrement conforté, montrant la capacité des deux grands à s'asseoir autour d'une table, de jouer chacun leur coup, l'un après l'autre, pour observer avec une courtoisie implacable lequel des deux tomberait en premier.